terroriste est derrière nous. Maintenant, il faut reconstruire les conditions de bien-être des populations. Alors, pourriez-vous confirmer les dires du gouverneur et nous assurer, par exemple, que si demain j'ai un groupe d'amis qui voudraient réaliser un projet au Niger, qu'ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème, sachant que le Niger est classé sur la couleur orange du ministère des Affaires étrangères comme étant un pays à risque. Donc, sauf motif impérieux professionnel, on ne peut pas se rendre au Niger. Ça, c'est la première question d'ordre pratique. Et puis, une deuxième question d'ordre plus théorique, je dirais. Vous avez parlé de la MINUSMA, du G5 Sahel, la force mixte aussi multinationale. Nous avons constaté que souvent, l'armée nigérienne mène des offensives contre Boko Haram, mais s'arrête aux frontières. On a l'impression que le Nigeria, par exemple, pouvait constituer une sorte de refuge où pouvait faire preuve d'un certain laxisme, tout en mesurant mes propos, par rapport aux éléments de Boko Haram. Est-ce que vous avez des accords de droit de poursuite en territoire nigérien? Est-ce que le Nigeria, effectivement, est un peu accommodant avec les terroristes? Qu'est-ce qui freine l'efficacité de toutes ces forces multinationales au niveau régional? Et troisième question qui se lie à la seconde question, n'y a-t-il pas trop de réponses institutionnelles par rapport à cette menace terroriste? Merci. Okay. Merci, c'est encore moi. Je voudrais juste poser deux questions. La première question, est-ce que le Niger négocie avec les groupes terroristes? Non. Ou bien en cas de prise d'otage, est-ce que le Niger paye de rançon pour la libération des otages? Et je voudrais aussi savoir, bon, ça c'est pas une question très importante, le nombre de déplacés et victimes donc, de groupes de Boko Haram sur le territoire nigérien. C'est les deux questions. Et la plus importante, est-ce que le Niger négocie avec les groupes terroristes? Avant que le ministre ne veuille répondre à la première série de questions venant de M. Baraka, j'aimerais préciser certaines choses. Dans le fonctionnement des groupes armés terroristes, il y a plusieurs étapes qu'il va falloir distinguer. Lorsqu'ils sont en phase initiale de conquête, ils agissent comme une armée normale, c'est-à-dire qu'avec des conquêtes de position et des villes qu'ils veulent administrer. La phase de conquête première, elle est toujours successive à une phase de surprise parce que les troupes en face, parfois, elles sont débordées ou elles n'arrivent pas à contenir convenablement le groupe armé terroriste qui est en face. Ça a été le cas du nord du Nigeria, ça a été le cas flagrant du Mali et ça a été le cas aussi de l'Irak et de la Syrie. Pareil. Mais une fois que la force armée gouvernementale qui est en face arrive à se réorganiser et à mener des contre-offensives, on voit que le groupe armé terroriste est en phase de reflux. Il n'arrive plus à contenir ses positions qu'il avait acquises au début, il n'arrive plus à administrer ses territoires. Et à partir du moment où on voit qu'il n'arrive plus à avoir la capacité d'organiser, de mener des opérations militaires de grande envergure, l'autorité gouvernementale qui est en face, elle est en mesure d'affirmer, peut-être parfois de façon excessive ou un peu précipitée, que le groupe armé qui est en face n'a plus les capacités militaires d'agir. Il pense, et pour donner un peu aussi de bombe à ces troupes, on suppose que la victoire est déjà acquise. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la question d'après. Une fois qu'on arrive à contenir le groupe armé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le terreau sur lequel eux ils évoluent, il faut l'éradiquer. Autrement, la lutte, elle ne servira à rien. Parce qu'ils vont toujours revenir, tant que les racines du mal n'ont pas été coupées, le groupe il est toujours en mesure, que ce soit en soudoyant ou par la contrainte, de se réorganiser et de revenir toujours à la charge. S'ils n'arrivent pas à le faire de façon coordonnée et à grande envergure, il y a comme les moyens avec lesquels, comme vient de le dire M. le ministre, en procédant par des petites vagues, 3-4 individus en moto qui attaquent un marché, qui attaquent une position des armées, le temps déjà qu'eux ils arrivent, c'est la disproportion entre les moyens qu'eux ils ont et la lourdeur de leur mouvement et les moyens qu'ils ont pour les mettre en œuvre. Eux les autres ils sont déjà partis parce que des gars qui sont en moto, le temps qu'on démarre un char ou
pick-up, ils sont déjà un peu plus loin. La poursuite, elle ne produira pas les mêmes effets, parce que l'attaque qui est en face, au même moment où elle se produit, elle produit plus de dégâts que de la poursuite, parce qu'une fois que c'est dans un marché qui produit un acte, et qu'on les poursuit, les 3 ou les 4, qu'on les tue à 500 ou 600 km de là, l'effet psychologique, il produit déjà des effets. Ok. Merci. Sur la question de le terrorisme est derrière nous, non, il n'a pas dit ça. Il a dit que l'insécurité telle qu'on l'a connue à Difa est derrière nous. Il n'y a personne qui puisse dire que le terrorisme est derrière nous. Ce n'est pas possible. Notre société, au plan mondial aujourd'hui, c'est une société très menacée par des groupes terroristes. C'est vraiment une situation très difficile pour tous les États. Et quand on le dit en France, on sait ce qu'on dit. Les tragédies, les actes commis par quelques écervelés ont fait des dégâts considérables. Donc personne n'est à l'abri et ne peut croire que le terrorisme est derrière nous. Justement, ce qui arrive par rapport à Boko Haram, c'est que justement Boko Haram, le risque qu'on a, c'est que la secte va redevenir une organisation terroriste primaire. Avant la force multinationale de nos 4 pays, Boko Haram était devenu quasiment une armée, avec des sections, des brigades, des villes que Boko Haram administrait. Mais aujourd'hui, face aux défaites que Boko Haram a arrêtées, elle est redevenue une organisation terroriste. Donc elle devient encore une autre problématique, puisque maintenant, il faut savoir qu'il y aura probablement, c'est arrivé quand vous regardez les derniers actes de Boko Haram, ce ne sont pas des actes de guerre menés par des hommes en formation classique de l'armée. C'est vraiment des filles, des enfants qu'on envoie dans les marchés ou dans les villes. C'est ça la forme terroriste classique et la plus dure, parce que c'est quelques individus. L'insécurité telle qu'on l'a connue à partir de février 2015, elle est effectivement derrière nous. Je pense que les succès que nous avons obtenus sur Boko Haram sont considérables et ils ont changé l'état du rapport de force de la zone. Maintenant, sur la possibilité que les gens puissent aller, ils peuvent aller. C'est vrai, le classement du ministère des Affaires étrangères français, il est injuste, parce que la menace, elle est ailleurs, parce que le terrorisme, il frappe partout. Donc, lorsque un gouvernement décide de le faire, c'est peut-être des critères propres à ce gouvernement-là, et il est totalement libre de les fixer. Mais moi, si je dois juger, je considère que les menaces et les risques sont partout, égales par ailleurs, partout, égaux par ailleurs, pardon. Donc, à partir de ce moment, je considère qu'il y a beaucoup de possibilités pour que les Français, les Américains, les étrangers puissent aller au Niger. Ils ne courront pas plus de risques que s'ils sont peut-être même à Paris. C'est la vérité, c'est pas peut-être très diplomatique, mais je le conçois. Je pense que les risques existent partout dans le monde, il faut les affronter et il faut soutenir les États justement. Mais lorsque vous créez les conditions pour que dans certaines parties de ces États, ça soit isolé, on ne puisse pas aller, bon, on ne soutient pas les États, on recule devant les terroristes. Or, il faut mener sa vie et considérer qu'on peut les battre. Maintenant, sur les droits de poursuite, non, avec le Nigeria, on est au-delà des droits de poursuite. On a une force multinationale mixte qui regroupe le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. C'est un format, le premier de ce genre en Afrique. C'est la possibilité que les Tchadiens se battent au Nigeria ou que les Nigériens se battent au Tchad ou au Cameroun, etc. et vice-versa. C'est une force qui a mis des secteurs en place pour chaque pays, mais il n'y a pas de limite dans la collaboration que nous avons. Il fut un temps, notamment avant l'arrivée du président Buhari, où on pouvait soupçonner la mauvaise volonté du gouvernement en place. Mais je pense que c'est lié à un fonctionnement qui n'était pas approprié de l'armée à cette époque. Aujourd'hui, l'armée du Nigeria est une armée très engagée qui se bat tous les jours. Il y a des combats tous les jours au Nigeria entre l'armée du Nigeria et Boko Haram, et ce qui fait que nous continuons à affaiblir Boko Haram. Donc il n'y a ni mauvaise volonté du Nigeria, ni mauvaise collaboration. Il y a un partenariat totalement nouveau qui est en place aujourd'hui au niveau de ces États-là, et ça nous a permis vraiment de gagner. Je crois que c'était ça. Sur la négociation avec le groupe terroriste, non, mais nous avons fait un choix très clair, hein, vraiment, le Niger. On est un pays modeste sur le plan militaire, mais en termes d'options politiques, on est très, très déterminé. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune discussion possible avec le groupe terroriste. Ce n'est pas possible. Toutes les fois que vous pouvez trouver des moyens pour les donner, vous les renforcez. Et vous renforcez des groupes que vous allez affronter. Il y a des États qui le font, il y a des États qui ne le font pas. Ceux qui le font généralement, c'est par rapport peut-être à leur opinion publique, parce que les moyens qui est provoqué souvent est très fort, mais le prix aussi est lourd de soutenir et de financer par quelque manière que ce soit les groupes terroristes. Nous,
notre politique est claire, par nos propres moyens, par les moyens que nous avons avec les partenaires internationaux. Il faut combattre les terroristes, il faut les détruire. Il faut combattre les trafiquants de drogue, il faut les détruire. Il faut créer les conditions de la préservation d'un espace de sécurité dans notre pays. Et c'est pour cela que nous, il n'y a aucun groupe terroriste installé au Niger. Il y a absolument, on a refusé, même après la chute de Kadhafi, c'est ça qui est arrivé au Normandie, c'est que nous, tous ceux qui sont venus de la Libye ont été désarmés. Personne n'est venu au Niger avec une arme. Ceux qui avaient des armes, ils ont continué, ils sont allés s'installer à la frontière au Normandie, ils sont devenus des groupes organisés qui ont voulu prendre le pouvoir. Donc nous, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de discussion, il n'y a aucune perspective de dialogue avec les terroristes. D'ailleurs, ils ne croient pas, ils veulent juste avoir du temps, des ressources, ils ont besoin d'un espace pour leur trafic et toute autre chose ne convient pas. Voilà ce que je voulais dire. Au niveau de la prise d'otage, s'il y a prise d'otage, est-ce que le Niger paye? Si S'il y a prise d'otage pour la libération. Non, on ne paiera pas du tout. On ne paiera absolument rien du tout. Vous n'avez jamais payé? Non, absolument rien. Alors, excuse-moi, puisque nous sommes dans une faculté de droit, est-ce qu'il y a des étudiants ici de droit qui voudraient poser, par exemple, une question de droit, par rapport au terrorisme, par rapport à l'exposé du ministre? N'hésitez pas à demander le micro. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour cette conférence. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, moi, j'ai une question, c'est concernant la jeunesse, parce que le Niger a presque 60% de jeunes, et tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous avez dit que l'âge moyen, c'est 15 ans. Donc, moi, je vais juste poser une question, mais en deux. Dans la même question, il y a deux questions, en fait. Je voulais, En fait, vous avez deux questions. c'est-à-dire que je voulais savoir quel est le rôle et l'impact de la jeunesse dans le terrorisme et le trafic de drogue, mais aussi contre dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Donc c'est dans les deux cas en fait. Ok. Vaste question. Bonjour Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur, également la directrice, au camarade Boubacar. Donc je me présente, c'est Galiou Alassane. Donc moi, bon, peut-être on peut la considérer comme une question ou peut-être une suggestion. Aujourd'hui, on voit que le terrorisme se propage partout dans le monde en fait. C'est pas que le Niger qui est agressé par ça. Il y a eu l'Algérie des années 89-88. En parlant Diallo a demandé pourquoi l'Algérie n'intervient pas dans la situation de Boko Haram également pour le Niger. Donc moi j'ai une réponse, le Niger n'a rien fait pour l'Algérie quand elle était menacée par les terroristes. Donc voilà. Et je demande pourquoi aujourd'hui il y a une croissance de jeunesse, il y a une croissance des chômeurs qui se développe au Niger. S'il n'y a pas de solution à ça pour les jeunes, et ça n'est l'influence aussi du terrorisme et des narcotrafiquants. Pourquoi pas l'État nigérien ne passe pas un référendum pour ramener le service militaire obligatoire? Ça pourra aider également à combattre le chômage et ça peut aider aussi à la progression des emplois. Et ça peut aider aussi à la sécurité contre le terrorisme au Niger. Voilà tout. Merci. Merci. Ah, ok. C'est des questions? Il y a au moins un brin qui va parler. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, bonsoir. J'aimerais simplement savoir, les terroristes qui sont armés, j'aimerais savoir d'où viennent simplement les armes qu'ils disposent. Voilà, parce que l'origine, vous l'avez cité tout à l'heure, les terroristes sont équipés par exemple de Kalachnikov ou autres, et ce sont des armes qui sont construites en Russie ou dans des pays yougoslaves. J'aimerais savoir comment est-ce que les armes qui sont construites ici puissent entrer dans les mains telles que les nôtres. D'accord. Ok, merci. Adam l'a dit tout à l'heure sur la question de la jeunesse. Je l'ai dit vraiment au début en termes de structure de la population et en proportion des jeunes. Et je crois que le Niger a l'une des populations les plus jeunes au monde. C'est un fait et
c'est lié quand même à un indicateur démographique aussi qui est très puissant. C'est notre taux de croissance, d'accroissement naturel et l'indice de fécondité de la femme nigérienne. Nous avons probablement un taux de croissance de la population le plus élevé ou l'un des plus élevés, 3,9% par an. Les populations du Niger, elles vont doubler tous les 18 ans maintenant. La femme nigérienne, c'est 7,6 enfants en moyenne. Et lorsqu'on a fait l'étude, le désir des femmes est encore plus élevé. Les femmes veulent 9, les hommes veulent 11. Donc il y a une vraie problématique démographique au Niger qui est celle qui caractérise la jeunesse. Et quand on se rend compte que la population est jeune, effectivement c'est 15 ans l'âge moyen. Ça aussi c'est l'un des plus bas du monde. Je dis en France c'est 40 ans. Donc quand on regarde le taux de croissance, l'indice de fécondité, plus la jeunesse, l'extrême jeunesse de la population, il n'y a absolument aucun doute que l'accroissement encore va être plus élevé. Il se trouve qu'il y a une inadéquation, il n'y a pas un accord parfait entre la croissance économique et la croissance de la population, et il y a une vraie problématique pour la jeunesse. Donc, il est obligatoirement nécessaire que les États, en tout cas le Niger, aient une politique de la jeunesse très forte. Nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous considérons aujourd'hui que la jeunesse est une priorité première. Il faut régler la question de la formation des jeunes et de leur participation à l'activité économique. C'est une condition essentielle de la stabilité, c'est même un déterminant économique lorsqu'on regarde la composition de la population. Donc ça, le gouvernement en est conscient et il travaille là-dessus. Maintenant, dans le rapport au terrorisme, je l'ai indiqué, vraiment, quand on regarde les personnes, les jeunes qui vont dans les groupes terroristes, il faut noter d'abord que, contrairement à ce qui est considéré en Occident, ils n'y vont pas sur la base d'un engagement religieux précis. Ils vont parce que simplement c'était une occupation. Nous, au Niger, Boko Haram, on a 162 ou 165 qui sont revenus au Niger et qui sont encadrés dans un processus de réinsertion. Mais la plupart, 90%, ils ne vous disent pas qu'ils vont là-bas pour le combat. Ils disent qu'on va là-bas parce qu'on a une moto, on a des ressources. Et comme je l'ai dit, souvent on trouve une femme qu'on épouse. Donc, le fait que les jeunes ne soient pas occupés, c'est une possibilité pour les groupes terroristes de prospérer. Donc là, le lien est là. L'extrême jeunesse de la population, le fait qu'elle n'est pas toujours occupée fait qu'il y a une possibilité pour le groupe terroriste de progresser. Et surtout, comme j'ai dit, l'appel d'air. Lorsque les groupes terroristes ont des victoires, les jeunes pensent que c'est facile, c'est même romantique de prendre une Kalachnikov et d'aller tirer. Mais lorsqu'ils ont des défaites, là, les gens se posent des questions et ils y vont de moins en moins. Tant que c'est facile, ça arrive. Et c'est le même phénomène que Boko Haram a connu lorsque Boko Haram s'est amplifié. C'est ça qui s'est produit aujourd'hui au Nord Mali, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de victoires des groupes terroristes. Les jeunes sont en train de partir, ils sont en train de constituer dans des groupes. Donc, la question du rôle de la jeunesse dans l'amplification des groupes terroristes est liée au fait qu'ils sont très jeunes, qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de ressources. Le gouvernement travaille à apporter des solutions à cela, mais c'est un processus assez long. Maintenant, nous, ce qui est important aussi, c'est la résistance des jeunes, ceux qui ont pris conscience que Boko Haram n'est pas un mouvement qu'on accepte. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger, la grande mobilisation pour discréditer et même délégitimer Boko Haram à agir au nom de l'islam ou d'une autre religion pour faire les victimes qu'il faut. C'est porté par les jeunes. C'est sur les réseaux sociaux qu'il y a une résistance qui considère qu'il n'y a absolument aucune gloire à porter au combat de Boko Haram. C'est les jeunes qui se battent pour discréditer ces mouvements et lui faire barrage. Les jeunes des alentours et des environs, et par contre, certains sont partis en grand nombre. Bon, sur le service militaire, il est en place le service militaire, on ne l'a pas aboli. Mais la croissance fait que si on doit considérer le nombre de personnes en âge d'aller au service militaire, je crois que c'est à peu près 300 000 jeunes qui doivent aller dans l'armée chaque année pour faire le service de 2 heures et demie. Ce n'est absolument pas possible. C'est sous condition. Voilà. Quand on est au chômage et que vraiment on n'a rien à faire, que soit déclarer qu'on travaille, on a trouvé une occupation légale, ou sinon faire l'armée, c'est tout. Oui, le service est nécessaire, mais je pense qu'en tout cas, dans sa réalisation optimale qui concerne tous les jeunes, c'est un peu difficile compte tenu des moyens et du nombre
des jeunes qui doivent y aller. C'est pour cela que maintenant il y a un nombre qui est arrêté. Mais c'était envisagé d'abord pour qu'il y ait une armée nationale. Voilà, vraiment pour que tout le monde soit engagé et que tout le monde puisse être mobilisé en cas de difficultés. Mais je crois que la mise en œuvre peut poser quelques problèmes. Bon, l'Algérie, ce n'est pas que le Niger. Pour l'Algérie, c'est très sévère et c'est très méchant. Nous sommes totalement solidaires de l'Algérie, on a des relations particulières. Et le combat terroriste, il n'est pas cloisonné. Si vous croyez que c'est à partir d'une frontière qui reste, c'est faux. On a vu tous les exemples qui sont arrivés. Donc nous sommes dans un partenariat que nous menons avec nos capacités. Nous, nos capacités, relativement à certains pays, elles sont modestes. Mais malgré tout, vous voyez, on est présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Mali, en République centrafricaine. Il n'y a aucune force étrangère présente en Algérie. Et les Algériens ont eu les capacités de gérer ce qui est arrivé avec leurs propres moyens. Donc c'est comme cela. Mais la relation de partenariat militaire et de sécurité avec l'Algérie est très élevée, il est très positif. Bon, dernière question sur les armes. Les armes, elles viennent de la Libye. Les armes viennent de la Libye. L'essentiel des armes qui ont servi à installer le groupe terroriste au nord Mali vient de la Libye. Et c'est pour cela que nous étions inquiets de la guerre qui était menée en Libye, sans s'assurer qu'il y avait un État qui pouvait contrôler après la situation. Donc l'essentiel de ces armes-là vient de la Libye. D'autres armes aussi viennent des actions menées par le groupe terroriste sur les forces armées. Souvent, quand elles attaquent des positions, elles prennent des armes, elles prennent des munitions très importantes. C'est comme cela, en fait, que Boko Haram s'est armé au Nigeria. C'est comme ça que les groupes terroristes se sont armés au nord Mali, parce qu'ils ont pris des armes aussi sur ces groupes terroristes. Mais les armes, à la base, l'essentiel de ces armes-là, elles viennent vraiment de la Libye, parce que la Libye, c'est un des plus grands magasins d'armes de l'Afrique. Voilà. C'était la dernière question. J'ai des questions encore. Vous avez commencé votre exposé par parler, oui, de la Libye, du Mali. Donc on a l'impression que le terrorisme a commencé avec l'effondrement du Mali, avec la guerre en Libye, sachant que déjà il y avait le groupe pour le salafisme et la prédication et le combat dans le Maghreb, donc l'ancien ACMI, qui est devenu ACMI, qui a encore des relations avec Boko Haram. Or, le Niger s'est réveillé tardivement. Le groupe terroriste qui sévissait en Algérie, c'était déjà dans les années 90. Le Niger s'est réveillé tardivement pour dire que la pénalisation du terrorisme date de 2011, qui modifie, par une loi qui modifie une vieille loi de 1961. Donc, que faisait l'État du Niger depuis l'époque de ACMI et maintenant Boko Haram? Et ensuite, par rapport à la réinsertion des jeunes qui reviennent, qui font l'édition ou qui abandonnent Boko Haram, quelle est la réponse pénale qui est donnée? Comment vous les jugez, d'une part? Et enfin, une autre question de loi, puisqu'on est dans un article de loi. Par rapport aux libertés publiques, il y a quand même une restriction à Difa avec un couvre-feu. Il y a des refus de manifestation à Niamey, souvent sous le motif pris de raisons de sécurité. Alors comment vous luttez contre le terrorisme tout en préservant les libertés publiques? Voilà. D'accord. C'est pas une question ou deux. Pour répondre un peu sur le contexte algérien, je reviendrai à ta question. Le problème algérien, il a commencé suite à des problèmes qui sont purement internes et qui n'ont aucun lien avec une idéologie terroriste ou pas, parce que c'est les élections législatives qui ont été annulées, qui ont été remportées par des partis qui ont une tendance islamiste. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Donc c'est la contestation de ces élections-là, par des voies légales et par des voies armées, qui a donné naissance au GIA, ensuite au GSPC, qui s'est déporté par la suite un peu plus au sud. La grande force des Algériens, c'est d'avoir contenu dans le temps et dans l'espace cette menace. Et ils ont réussi à la repousser du nord, où il y a la majorité de la population, vers le sud, qui est moins peuplé pour l'Algérie. Sauf qu'à partir de ce moment-là, comme ce sont des voies qui sont moins contrôlées et qui sont plus propices au trafic de drogue, de cigarettes et d'autres trafics de contrebande, les groupes terroristes se sont à un certain moment mués de groupes
à tendance idéologique religieuse, ils se sont transformés vers des groupes de trafiquants, des bandes de narcotrafiquants parfois qui se drapent sur le couvert terroriste de la religion pour pouvoir amasser le maximum de personnes qui on sait que la majorité de la population dans ces régions est d'obédience musulmane, donc c'est plus facile pour eux, sous le couvert de la religion, d'avoir beaucoup plus de recul que de se dire que seulement ils sont des trafiquants, parce que le trafic de la drogue et de la cigarette aussi est proscrit par la religion. Ensuite, pour revenir à la question du réveil tardif du Niger, on a eu aussi des mouvements, mais des rébellions, et qui à un moment aussi ont été étiquetés terroristes. Sauf qu'à l'heure actuelle, étiqueter un mouvement de terroriste, ça emporte d'autres conséquences. Parce qu'une fois qu'on les qualifie de terroristes, ça veut dire qu'on ne peut plus s'asseoir sur la même table que lui pour négocier. Il n'a plus la légitimité de porter d'une quelconque façon de revendication, quelle qu'elle soit. Aussi légitime fût-elle au début, du moment où on les qualifie de terroristes, c'est qu'on n'a plus envie de parler avec lui et on a envie que la communauté internationale se mette à vos côtés pour pouvoir les mater. Peut-être que parfois c'est exagéré, mais c'est la logique maintenant. À la moindre attaque, même si c'est un mouvement qui au préalable porte des revendications qui, sans le couvert du mouvement armé, peuvent être analysées, du moment où on le qualifie de terroriste, il n'y a plus à parler. Le Niger a eu affaire à ce type de mouvement de rébellion, on en a connu 2 ou 3, mais à partir du moment où la menace a mué, ce n'est plus que ce sont des revendications qu'ils portent parce que c'est certaines populations qui ne se sentent plus en phase ou en adéquation avec le vivre national. Ces mouvements-là, on ne peut plus penser que l'arsenal juridique qu'on a ou les moyens qu'on a peuvent permettre de faire face à ces mouvements-là. Donc, à partir de ce moment-là, il est clair que la réponse doit changer pour qu'on puisse faire face à ces menaces. Sur la question de la réinsertion, certainement que le ministre a plus de demandes. Il y a une question, une petite question. C'est une petite question. Monsieur le ministre, j'ai une question. Je voudrais savoir la place du Sénégal par rapport au G5 Sahel et la place du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il y a l'autre côté de la question sur la pénalisation du terrorisme. C'est heureux que le texte existe et certainement qu'il y en aura d'autres qui vont permettre d'étoffer le dispositif. C'est ça qui est le plus important. Et je pense que c'est souvent par rapport aux situations que le droit est confectionné. C'est toujours à partir d'un contexte et d'une situation historique précise que le droit et les règles sont élaborées. En tout cas, ça correspond à une situation de chaque pays. Donc si c'est en 2011, c'est heureux que ce texte existe. Il faut le renforcer. Sur la situation de liberté de couvre-feu, non, c'est l'état d'urgence. Je pense qu'il a été mis en place en France où c'est constitutionnalisé, c'est l'état d'urgence. C'est un dispositif qui est mis en place par rapport à une situation particulière bien précise. Et en l'occurrence, affronter Boko Haram, mener la guerre aux terroristes, impliquait ou nécessiter qu'on puisse prendre de telles mesures. Et on a pris ces mesures dans le respect des textes en vigueur. Et tous les mois, il y a un débat à l'Assemblée pour le reconduire ou pas, et ça a été reconduit. Donc nous sommes soucieux de ces dispositions. Il arrive aussi que certaines manifestations soient interdites pour des raisons d'ordre public. Effectivement, dans un cas, ça arrive. Voilà. Merci. C'était ça la question du courant. En tout cas, pour l'instauration de l'état d'urgence. Ah oui, pardon. Le Sénégal. La mesure a produit son efficacité parce qu'on sait que les groupes terroristes se déplacent à moto et que le fait qu'on réduise les mouvements sur certaines îles aussi du lac Tchad a permis de tarir leurs sources de financement parce que c'est sur le trafic du pavillon qui se sont la plupart du temps financés et que la plupart de leurs attaques ont été menées à moto. Le fait qu'on interdise la circulation à un certain moment de la journée, à partir de 19h, je crois, jusqu'à 6h du matin, et qu'on empêche aussi la culture du poivron, a certes produit des conséquences plus néfastes sur les populations, mais au moins le groupe armé a vu ses ressources, dans la plupart des cas, de façon majoritaire, réduites. Oui, la question, c'est vrai, le Sénégal n'est pas membre du G5 à sa création. Par contre, le Sénégal est tout aussi présent dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont présents à l'administration, donc les pays se retrouvent. Mais en tout cas, dans le format G5 Sahel, effectivement, j'ai lu des articles aussi qui
poser des questions, pourquoi est-ce que le Sénégal n'est pas membre, mais c'est un processus ouvert qui est mis en place. Certainement que lorsque les conditions seraient créées, aussi à l'intérêt des différents États, ils peuvent rejoindre l'organisation, mais en tout cas, il y a un parfait engagement commun de tous ces États de la lutte contre le terrorisme. Et le Sénégal est bien présent dans ce combat-là. Il fait d'ailleurs partie, comme le Niger, de la liste des 11 pays ennemis qu'il y a d'ailleurs adressés comme étant les ennemis de son groupe terroriste. Donc, je pense qu'il y a un engagement clair de ces pays-là. Bon. Alors, encore une question. Avant l'intervention de l'OTAN en Libye, vous et le président aussi de la République, vous avez prévenu la communauté internationale des conséquences d'une éventuelle intervention de l'OTAN en Libye. Vous n'avez pas été écouté et ce qui devait arriver arriva. Maintenant encore, vous plaidez au niveau de la communauté internationale pour qu'il y ait une reconstruction de la Libye. Vous ne semblez pas être entendu ou écouté par la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qui fait que la communauté internationale ne vous a pas écouté avant l'intervention de l'OTAN? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne vous écoute toujours pas? Est-ce qu'il y a des divergences de vues sur la politique à mener? Est-ce que la communauté internationale a un agenda qui soit différent du vôtre? De la même façon, cette question peut se poser à propos de vos demandes par rapport à la révision du mandat de l'administration. Pourquoi la communauté internationale ne vous écoute pas par rapport à vos exigences sur l'extension du mandat de l'administration? Et que fait le Mali? Est-ce que le Mali lui-même se fait entendre sur cette question? Merci. Merci. Non, ça c'est la première question, je crois. Bon. Il y a une question encore. Ouais. Non, en fait, parce que je voulais poser une question sur, sur les détenus